Bonjour, chère apprenante, cher apprenant. Aujourd'hui, nous allons voir une séquence de soutien et d'évaluation à propos du système musculaire. On commence d'abord par une petite révision du cours. Après, on passe aux exercices de restitution de connaissances et enfin des exercices de raisonnement scientifique et communication graphique et écrite. Lorsqu'on parle de système musculaire, on parle alors des muscles. En général, on a trois types de muscles. Des muscles lisses essentiellement présents au niveau du système digestif, le muscle cardiaque et enfin les muscles squelettiques, qui sont les muscles qui sont attachés aux os de notre squelette. Donc vous avez étudié de simples mouvements, c'est l'extension et la flexion. Donc pendant l'extension, le muscle triceps est contracté et le muscle biceps est relâché. Et pendant la flexion, le muscle biceps est contracté et le muscle triceps est relâché. On parle alors des muscles antagonistes. Les muscles squelettiques ont trois propriétés en général. Premièrement, on a ce qu'on appelle l'excitabilité. Cela veut dire que le muscle réagit à une stimulation efficace. Deuxièmement, c'est la contractilité. Lorsqu'on excite le muscle, il se contracte, ça veut dire qu'il devient gros, court et dur. Et enfin, on a l'élasticité. Cela veut dire que le muscle reprend sa longueur initiale après l'annulation de la force exercée. On passe maintenant à la structure du muscle squelettique. Un muscle squelettique est constitué de nombreuses cellules musculaires plurinucléées, particulièrement longues, appelées fibres musculaires, regroupées sous forme de vaisseaux par un tissu conjonctif vascularisé et riche en fibres. Ici, c'est la même chose. On a une observation microscopique au niveau des fibres musculaires. Comme vous voyez ici, on a plusieurs noyaux et des myofibrilles au niveau de cytoplasme. Ces fibres musculaires regroupées en vaisseau pour former le muscle. On passe à la contraction musculaire qui nécessite un influx nerveux moteur. On parle alors de plaque motrice. C'est la zone de jonction synaptique entre un nerf moteur et des fibres musculaires. L'arrivée de l'influx nerveux au niveau de l'arborisation terminale entraîne la libération du neurotransmetteur, à savoir l'acétylcholine. Ces neurotransmetteurs vont migrer et se fixer sur des récepteurs spécifiques au niveau des fibres musculaires. Ils déclenchent ainsi la contraction de ces fibres et donc la contraction du muscle. Pour se contracter, le muscle a besoin de l'énergie. Le muscle utilise le dioxygène et du glucose pour produire de l'énergie qui lui permet de fonctionner, ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Mais les muscles peuvent subir des traumatismes. Parmi les dangers menaçant le muscle, on peut citer les déchirures. Ce sont des ruptures partielles ou totales au niveau du muscle dues à un dépassement de l'élasticité des fibres musculaires. La fatigue musculaire est due à l'accumulation des déchets résultant de l'activité musculaire. Et enfin, le crampe, c'est l'incapacité de sang de pénétrer dans le muscle. Et on peut ajouter aussi des produits dopants. Alors, pour préserver notre système musculaire, il faut avoir une alimentation équilibrée, de repos adéquat, de dormir suffisamment et aussi il faut faire des exercices physiques progressifs de façon régulière pour renforcer notre système musculaire. On passe maintenant à la deuxième partie de notre séquence. Les exercices. Premièrement, on va voir les exercices concernant la restitution de connaissances. Après, on passe aux exercices de raisonnement scientifique. Pour la première question, donnez le concept correspondant à chaque définition. La première définition, un tissu composé de cellules plurinucléées capables de se contracter pour réaliser un mouvement. Deuxièmement, l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. C'est une cellule longue et plurinucléée. Troisièmement, la capacité d'un muscle de faire une réponse suite à une excitation efficace. Quatrièmement, la zone de contact
entre une fibre nerveuse motrice et un ensemble de fibres musculaires? Pour les réponses, donc, puisqu'ici on a un ensemble des cellules plurinucléées et de faire des mouvements, donc on parle de muscles squelettiques. Deuxièmement, donc ici on a l'unité structurale, donc le muscle se compose de plusieurs fibres musculaires. Donc la réponse est la fibre musculaire. Troisièmement, donc la capacité du muscle de faire une réponse à une excitation, puisqu'ici on a une excitation, donc on parle de la propriété d'excitabilité. Quatrièmement, la zone de contact entre une fibre nerveuse et un ensemble de fibres musculaires, on parle alors de jonction neuromusculaire, ça veut dire plaque motrice. Pour la deuxième question, cochez vrai ou faux pour chaque proposition. Premièrement, la déchirure est due à un dépassement de l'élasticité des fibres musculaires. La fatigue musculaire est le seul accident du muscle. Le muscle produit de l'énergie à partir du glucose et CO2. La fibre musculaire contient un seul noyau. Enfin, pour préserver notre système musculaire, il faut avoir un entraînement bien adapté. Pour les réponses, premièrement, donc on a dit que l'élasticité est limitée. Donc lorsqu'on dépasse l'élasticité, on va voir une élongation ou bien une déchirure. Donc c'est vrai. Pour la deuxième, la fatigue est le seul accident? Non, parce qu'on a plusieurs accidents et plusieurs maladies. Le muscle produit de l'énergie à partir du glucose et du CO2? Non, parce que le muscle produit de l'énergie à partir du glucose et O2. Il sécrète ou bien il donne de CO2 et d'autres déchets. La fibre musculaire contient un seul noyau, c'est faux parce qu'il contient plusieurs noyaux, donc on parle d'une cellule plurinucléée. Pour préserver notre système musculaire, il faut avoir un entraînement bien adapté, donc c'est vrai pour renforcer notre système musculaire. Pour la troisième question, organisez les événements suivants selon l'ordre chronologique. A. La libération d'un médiateur chimique. B. Contraction des fibres musculaires. C. L'arrivée de l'influx nerveux moteur aux terminaisons nerveuses de fibres nerveuses. D. Fixation du médiateur chimique sur des récepteurs spécifiques dans les fibres musculaires. E. Contraction du muscle. Donc ici, vous avez un ensemble des événements. Il faut les classer dès le début, dès le premier événement jusqu'au dernier événement. Pour les réponses, le premier événement c'est C. C'est l'arrivée de l'influx nerveux dans le synapse entre le nerf moteur et les fibres musculaires. Deuxièmement, c'est A. C'est la libération d'un médiateur chimique. Après, c'est D. C'est la fixation de ces neurotransmetteurs bien médiateurs chimiques sur les récepteurs spécifiques au niveau des fibres musculaires. Après, on va voir c'est B, c'est la contraction de ces fibres musculaires. Et enfin, c'est E, c'est la contraction du muscle. La question 4, annotez le schéma suivant. Donc ici, vous avez un schéma concernant la structure du muscle squelettique. Donc ici, vous avez 4 numéros. 1, 2, 3, 4. C'est à vous de donner le mot correspondant à chaque numéro. Premièrement ici, il concerne la fibre musculaire. C'est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. Donc ces fibres musculaires sont regroupées sous forme des vaisseaux musculaires. C'est le numéro 2, vaisseau de fibres musculaires. Ces fibres sont entourées d'un tissu conjonctif. C'est le numéro
3. Et enfin 4, c'est tendon qui permet d'attacher le muscle avec les os. On passe maintenant aux exercices de raisonnement scientifique et communication graphique et écrite. Premier exercice, lorsqu'un footballeur lance le ballon, sa jambe subit une succession de mouvements de flexion et d'extension au niveau de toutes les articulations. Les schémas suivants représentent l'extension numéro 1 et la flexion de pied numéro 2. Donc ici, vous avez deux types des muscles, jambier et solaire. Premièrement, c'est à vous de remplir le tableau suivant. Pendant l'extension, quel est le muscle contracté et le muscle relâché? Même question pour la flexion. Deuxièmement, que remarque-t-on? Troisièmement, comment appelle-t-on ces deux muscles? Pour les réponses, donc pendant l'extension, donc on a le muscle contracté, c'est solaire, et le muscle relâché, c'est jambier. Et pendant la flexion, le muscle contracté, c'est le jambier, et le muscle relâché, c'est solaire. Donc, lorsque l'un des muscles contractés, l'autre est relâché. Donc, pour la réponse de la deuxième question, on remarque ici, lorsque l'un des muscles est contracté, l'autre est relâché. Troisièmement, comment appelle-t-on ces deux muscles? Puisque l'un est contracté, l'autre est relâché, on parle alors des muscles antagonistes. Donc on passe à la deuxième partie du même exercice. Pour connaître la source de l'énergie indispensable à la contraction des muscles, on propose les données du tableau. Le glucose consommé en milligrammes, donc pendant le repos, le muscle consomme 3 mg. Pendant l'activité, il consomme 10 mg. Pour le dioxygène consommé, pendant le repos, il consomme 5 ml. Et pendant l'activité, il consomme 18 ml. Le dioxyde de carbone libéré, pendant le repos, 4 ml. Et pendant l'activité, il libère 16 ml. Question numéro 4. À partir des données du tableau, déduire comment le muscle produit-il de l'énergie nécessaire à ses contractions. Donc ici, c'est à vous seulement d'utiliser les données fournies du tableau pour répondre à cette question. Donc, le muscle utilise l'oxygène et aussi le glucose pour produire sa propre énergie et enfin, il sécrète de CO2. Maintenant, on passe au deuxième exercice, la première partie. Dans le cadre d'études des propriétés du muscle squelettique, on isole un muscle, puis on stimule ou bien on excite avec une électrode. Les résultats de l'expérience ont été présentés dans le document suivant. Donc ici, vous avez du muscle, donc deux états, 1 et 2. 1, ces muscles sans aucune stimulation. Après 2, c'est après stimulation. Question 1. Indiquez le type de la stimulation utilisée dans cette expérience. Deuxièmement, décrire un muscle contracté. Troisièmement, déduire les deux propriétés issues de cette expérience. Donc, pour répondre, donc ici, c'est à vous de comparer les deux états du muscle avant d'exciter, après l'excitation. Donc, ici, on a utilisé une électrode pour l'exciter. Donc, on parle de stimulation électrique. Pour décrire un muscle contracté, donc après l'excitation, vous voyez ici, donc le muscle, il devient court, gros et dur. Donc, les deux propriétés issues de cette expérience, c'est que le muscle réagit à une stimulation et aussi il se contracte. Donc, on a deux propriétés. C'est la propriété d'excitabilité
et la propriété de contractilité. On passe maintenant à la deuxième partie pour étudier une autre propriété des muscles. Une série d'expériences a été réalisée. Les résultats de l'expérience ont été présentés dans le tableau suivant. Donc ici, on fixe l'un des tendons du muscle. Après, on accroche des masses dans l'autre tendon. Et on mesure l'étirement musculaire en millimètres. Donc pour une masse de 5 grammes, on a l'étirement de 5 mm. Après le retrait de la masse, le muscle reprend sa longueur initiale. Pour la masse de 10 grammes, donc l'étirement est 7 mm. Pour 20 grammes, on a l'étirement de 10 mm. Toujours, le muscle reprend sa longueur initiale. Pour 30 grammes, l'étirement musculaire est 11,5 mm. Et aussi, le muscle reprend sa longueur initiale. Mais après d'utiliser la masse de 60 grammes, l'étirement devient 13 mm et le muscle ne reprend pas sa longueur initiale. La première question, décrire la variation de la longueur du muscle dans le cas d'utilisation d'une masse entre 5 et 30 grammes. Question 2. Déduire la propriété du muscle mise en évidence par ces expériences. Pour la réponse, comme vous voyez ici, donc plus que la masse augmente, l'étirement ici augmente. Donc la longueur de masse augmente relativement avec l'augmentation de la masse appliquée. Quand la masse utilisée est annulée, le muscle revient à sa longueur initiale. Pour la deuxième question, donc, puisque le muscle reprend sa longueur initiale, on parle alors de la propriété d'élasticité. Troisième question, expliquer l'état du muscle après l'enlèvement ou bien après le retrait de la masse de 60 grammes. Donc, comme vous voyez ici dans le tableau, donc après l'enlèvement de cette masse, le muscle ne reprend pas sa longueur initiale. Donc, le muscle ne récupère pas sa longueur initiale, même si la masse appliquée est annulée, car ses constituants ont été détruits et a perdu son élasticité. Donc, la question numéro 4, que déduisez-vous à propos de cette propriété? Ça veut dire que cette élasticité est limitée. Donc, après, lorsqu'on dépasse l'élasticité, donc le muscle ne reprend pas sa longueur initiale. Ainsi prend fin cette séquence de soutien et d'évaluation. Chers apprenantes, chers apprenants, bon courage et à bientôt.